Et coucou tout le monde, une petite annonce pour cette vidéo car ce mardi 18 mars, nous allons avoir la deuxième édition du Grand Larka Quiz, le retour. Je vous rappelle que c'est un quiz que j'avais déjà fait une première fois l'année dernière, durant laquelle différents participants et participantes s'étaient affrontés pour gagner des displays, et on remet le couvert, mais avec encore plus de monde ce coup-ci, car on est entre 15 et 16 participants, peut-être plus si des gens se réveillent au niveau des annonces, tout ça, mais donc pas mal de gens qui vont être présents. On va avoir Calcinox, le champion de la première édition, qui va remettre son titre en jeu. Va-t-il réussir une nouvelle fois à remporter le gros lot ou pas? Nous regardons ça ensemble. Mais bien évidemment, vous êtes les bienvenus pour venir participer sur Twitch, sur ma chaîne, pour voir ça en direct, donc mardi à partir de 21h. Et n'hésitez pas à suivre les différents réseaux que j'ai autour, parce que je montrerai aussi les autres participants. Je vais faire quelques annonces pour montrer donc les autres participants et participantes et vous donner les liens de leurs différentes chaînes et réseaux afin que vous puissiez les suivre de leur côté. Il y aura plein de points de vue différents, ça va être très sympa à mater je pense, et surtout le but ça sera d'avoir des quiz rigolos sur l'Orcana et Disney dans la bonne humeur et le sourire comme la session précédente, en espérant que ce coup-ci on n'ait pas les petits problèmes de Twitch et de VOD qu'on a eu la dernière fois. J'espère que ça vous plaira beaucoup en tout cas, moi j'ai très hâte de participer et de vous montrer tout ça. On se dit à très vite. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Aujourd'hui on reprend un format qu'on n'a pas fait depuis 6 mois, mine de rien, parce qu'on l'a pas fait sur le chapitre 6 vu que j'ai fait ma pause, et que bah du coup ça fait 6 mois qu'il n'y a pas eu de nouveau chapitre à part le chapitre 6, bizarrement. Du coup, on reprend le fameux format des 12 cartes à surveiller. Je vous rappelle le principe, je prends les 2 cartes pour chaque couleur, pour chaque encre, qui me semble avoir le plus d'impact sur la méta à venir. Et du coup l'idée c'est que vu qu'on a des bicolores, bon bah là j'ai dû essayer de gérer plus ou moins en mettant des cartes, des fois c'est des bicolores, donc peut-être qu'il y a des couleurs qui ont plus de cartes que d'autres, vu qu'il y a des bicolores dans le tas. Mais l'idée générale, c'est voilà, d'essayer de voir un peu quelles cartes vont être les plus impactantes, quelles cartes il faut essayer d'ouvrir, quelles cartes il faut essayer d'acheter, quelles cartes vont vraiment pas mal changer les choses. Donc, vous avez à peu près les règles. Comme j'ai dit, les bicouleurs, bah, je les ai mis dans la couleur qui m'arrangeait, j'ai fait un petit mon classement. On va voir ça, sachant qu'il y a quand même des cartes. Bon, il y a des couleurs où évidemment c'est craqué parce que tout le monde le sait. Hein. Bleu, évidemment, je pense que vous connaissez déjà les 2 cartes dont je vais parler. Mais en dehors de ça, il y a quand même des petits trucs que je voulais noter, des choses un peu plus obscures ou un peu plus cheloues, ou que je trouve quand même intéressantes à noter. Donc, on va voir tout ça ensemble. On commence avec la première couleur. Comme d'habitude, on commence avec l'ambre, avec les cartes ambre, les 2 cartes qui ont au moins de l'ambre, que je trouvais super intéressantes. Et ça, c'est assez important parce qu'en ambre, en vrai, en ambre pur, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a des cartes sympatoches, mais il n'y a pas de truc qui vraiment me semble pouvoir bouleverser la méta. Pour être honnête, en vrai, bah, les 2 cartes qui me semblent les plus pouvoir bouleverser la méta, donc c'est des cartes bicolores. Et on va commencer tout de suite avec la première qui est le troubadour. Alors, je préviens tout de suite, c'est pas une carte que je vois arriver dans les decks tout de suite. La raison pour laquelle j'ai mis le troubadour, c'est que il est en compétition directe avec Ursula à 2 en ambre, la version où c'est Ursula Vanessa. Et le problème de ce troubadour par rapport à Ursula, c'est qu'en fait il a un de vie de moins. Alors certes le résistance plus 1 est super intéressant dans plein de match-up parce que ça lui offre plus de tankiness, ça lui permet d'encaisser plus de dégâts, ça lui permet de résister à des trucs. S'il prend 2 fois de dégâts, bah ça fait que 2 dégâts au total, alors que Ursula, elle, se ferait bannir, ce genre de choses-là. Et il a toujours le Méloman 4, etc. Donc pour un Humber Steel, évidemment, c'est une carte de choix. Le gros problème du troubadour, c'est que Ursula, pourquoi on la joue? Parce qu'en fait, elle peut prendre jusqu'à 3 dégâts sur elle et derrière être soignée par réponse pour piocher 3 cartes. Ce que le troubadour ne peut pas faire. Lui, ça serait que 2 maximum. Donc, le troubadour reste inférieur à Ursula, mais dans un archétype vraiment basé sur le fait de jouer réponse. Bon, en ambre, on va jouer réponse pour un moment. Et pourquoi je parle du troubadour? Parce que un jour, il y aura une rotation. Et le jour où il y aura la rotation, le troubadour, il va très clairement retrouver sa place dans les decks embrassiers. C'est plutôt sûr et certain à mes yeux. Donc le troubadour, pas sous-estimé, c'est une excellente carte juste qui est un peu occultée par le fait qu'il y a une autre carte qui est vraiment très bonne. Et en fait, tant qu'on jouera réponse dans les decks embrassiers et qu'on comptera beaucoup dessus pour piocher, ça va être compliqué de sortir Ursula à la place du troubadour, ou plutôt de rentrer troubadour à la place d'Ursula. Mais je trouve quand même que c'est une des cartes qui est à noter dans ce set à ce niveau-là. Maintenant voilà, on va pas se mentir, ambre c'est vraiment la galère de trouver des bonnes cartes, mais je voulais au moins parler de ce petit troubadour qui est quand même pas mauvais en soi, loin de là. Et on enchaîne avec la carte qui à mes yeux est la meilleure carte ambre de ce set de très loin. Lady. Lady qui offre une grosse opportunité de jouer des decks jaune-vert avec beaucoup de personnages à 2 ou moins pour pouvoir les ramener de la défausse et donc faire du card advantage. Lady pour 5 non ancrables, c'est son gros défaut quand même. 4-4 de l'or. Après,
L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a un alter, même si les bases alter de Lady sont pas incroyables, ça permet quand même de jouer un personnage un peu moins cher. Et l'autre truc, c'est que 5 non ancrables, certes, mais en fait, on va jamais monter à plus que 5, donc le non ancrable est un peu moins grave dans ce genre de cas. Sa vraie capacité, c'est que donc quand vous jouez Lady, vous renvoyez jusqu'à 2 cartes personnages qui coûtent 2 ou moins de votre défausse dans votre main. Et en jaune-vert, le but, ça serait justement de flouder le board de personnages de cette manière-là, avec tous les personnages à 1 qui ont 2 de l'or, des personnages à 2 qui ont 2 de l'or aussi derrière, je sais pas, Porcinet par exemple, bon évidemment il y a la Lido qui vient de la défausse, donc c'est aussi vraiment cette idée de jouer jaune-vert avec beaucoup de personnages qui reviennent de la défausse, comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de pioches, si vous ramenez toujours vos personnages de la défausse, vous les ramenez, vous les ramenez, vous les ramenez. Bon, on n'a pas moyen forcément de remonter facilement les 10 en main pour leur jeu derrière, mais on a quand même quelques petites solutions, donc ça pourrait être jouable potentiellement. Des n'écoute que moi, des trucs comme ça. Je sais plus si n'écoute que moi, c'est que les cartes adverses ou les vôtres aussi. Faudrait que je revérifie, mais je suis pas sûr. Ou alors tout simplement Bobidi, Badibi. Non, je savais le faire à l'époque. Vous voyez, c'est là qu'on voit qu'il y a une pause de 3 mois. Bobidi. Je sais plus. Vous avez la carte en question. Mais voilà, il y a des solutions pour essayer de la remonter en main et la rejouer tout de suite pour récupérer encore une fois des cartes de la défausse. Et donc il y a des choses à faire avec cette fameuse Lady. À côté de ça, voilà. Ambre, en vrai, les cartes sont pas incroyables dans cette. Et c'est difficile de faire des cartes incroyables pour Ambre parce que sa mécanique principale c'est le soin. Donc il y a beaucoup de cartes de soin dans les sets en général pour l'ambre, et vu que le soin c'est pas super efficace, et bien c'est dur de faire beaucoup de cartes si intéressantes que ça. L'autre archétype qu'ils mettent vraiment en avant en ce moment, c'est vraiment cet archétype de mettre beaucoup de personnages sur le terrain à la fois. L'Orcona n'est pas un jeu où on construit un board, vous le savez maintenant, mais si jamais on peut récupérer des personnages de la défausse, les rejouer, etc., et donc enchaîner des personnages à 2 de l'or comme ça qui vont revenir à chaque fois, essayer de mettre leur grain de sel dans l'histoire, on peut faire des décroches assez efficaces, mine de rien. On enchaîne avec le violet, le fameux améthyste. Et améthyste, pour le coup, il y a au moins 2 cartes, dont une ultra pétée, mais il y a au moins 2 cartes dont je voulais parler. La première, bien évidemment, c'est le Cobra géant pour 3, 4, 4, 1 de l'or, dissipation. Donc si jamais il est ciblé par une action adverse et que les actions, je le répète à voix haute, parce que moi-même, j'arrête pas de me planter et de penser qu'il va partir sur un objet ou une capacité d'un personnage adverse. Non, non, c'est que les actions qui le font bannir. Et quand on joue ce personnage, on peut défausser une carte de sa main pour gagner 2 éclats de l'or. Et pourquoi du coup ce personnage-là est très très fort? Premièrement, pour 3 à 4 cartes de l'or, ce sont des bonnes stats. Dissipation, c'est embêtant, mais pas tant que ça. Parce qu'il faut vraiment des actions particulières qui le cibleraient pour le bannir à la place. Donc en vrai, dissipation, c'est plutôt un mot-clé qui est pas si gênant pour l'instant. Mais surtout, défausser une carte pour gagner de l'or. C'est une chèvre en potentiellement mieux. Certes, ça coûte une carte de la main, mais on est en violet-gris, aka les 2 couleurs qui ont plus de cartes d'avantage du jeu en termes de pioche. En violet, on a toute la pioche du monde, et en gris, on a quand même des solutions très efficaces avec prof, qui en violet-gris peut se faire bounce. Du coup, si vous bouncez des profs qui ramènent Cobra à une carte, bah paf, d'ailleurs, tu joues ton Cobra, tu défausses ta carte, tu gagnes de l'or, etc. Tu peux ramener le Cobra en main avec des Madame Mime pour le rejouer derrière. Bref, il y a beaucoup de choses à faire avec ce Cobra pour gagner énormément de l'or très vite, et du coup, je vois très bien des decks violet-gris, basés vraiment sur le rush, un peu comme avant, des decks très aggro, avec des Merlin chèvres, avec des roses blanches ou blanches roses, j'ai un doute. Bref, beaucoup de trucs comme ça qui permettent de faire beaucoup de points très rapidement. Et vu que tu as beaucoup de pièges derrière, je veux dire, le Cobra derrière c'est une 4-4, donc c'est pas mauvais en termes de stats, c'est un peu embêtant à gérer pour les decks à la fois embrassiers, mais aussi pour les decks bleu-rouge, s'ils n'ont pas un petit truc pour baisser la force, ça va être difficile de gérer ce Cobra. Donc mine de rien, c'est pas mal du tout. Vraiment, ce Cobra, excellente carte du set qui va clairement être jouée dans les decks violet-gris, sauf dans les decks Jafar, parce que malheureusement, c'est pas le genre dans les decks Jafar. Mais il y a 2 choses pour les decks Jafar. Je n'ai pas mis le Jafar à 3 dans les cartes grises, je vous rassure, mais il y aura d'autres choses intéressantes à voir. Plus je dis ça, j'ai un doute maintenant. L'autre carte améthyste dont je voulais parler, c'est Manœuvre Magique. Et ça, c'est une carte qui est un peu sortie de nulle part, mais dans les tests que j'ai fait, en vrai, c'est vraiment une excellente carte. Pour 2 ancrables, on choisit un de mes personnages, on le renvoie dans notre main, et on choisit un personnage adverse, ou même un des nôtres s'il faut, et on l'épuise. Du coup, vous remontez vos Merlins ou vos Cobras ou whatever personnage que vous voulez remonter en main tranquillement, tout en épuisant un personnage adverse pour pouvoir l'attaquer. C'est une carte vraiment très efficace. C'est un peu comme le Pinocchio qui est pour 2 non ancrables 1-1 et qui incline un personnage adverse dans l'idée, parce que pour 2 on incline un personnage. Sauf que là où le Pinocchio on veut le remonter en main, et donc si on remonte un Pinocchio en main, ça veut dire que c'est un crabe, une chèvre, un lapin, un autre truc qu'on remonte pas en main. Donc c'est un peu embêtant quand même. Ici, il n'y a pas cet effet qu'on peut refaire l'effet en le remontant en main, mais par contre, on peut remonter un personnage grâce à cette carte. Du coup, ça fait une Madame Mime de plus, entre guillemets. Tout ça pour incliner un personnage adverse, et ça tombe bien parce que typiquement, en violet-gris, on a
très envie d'incliner les personnages adverses pour pouvoir la taper dessus avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Surtout si on a des crabes ou d'autres choses. Et encore une fois, bah là, manœuvre magique sur un crabe, tu le remontes en main, tu mets +3 un personnage qui va pouvoir attaquer le personnage que tu viens d'épuiser, genre, à tout hasard, un Flavarcham. Et bah c'est vachement bien, mine de rien, c'est vraiment une excellente carte, je trouve plein d'utilisations très cool. Je me serais pas surpris qu'elle commence à rentrer un petit peu dans certains decks. L'idée de pouvoir et remonter un personnage en main et épuiser un personnage adverse, bah en vrai c'est un combo qui est plutôt agréable, et la carte est ancrable, donc c'est tout bénef, et c'est pas une chanson, donc c'est encore plus tout bénef. On continue avec les cartes vertes, du coup, dans l'ordre logique des couleurs, donc les cartes émeraude. Et pour les cartes émeraude, bah, pour être honnête, les deux cartes émeraude que j'ai pris, c'est des bicolores, et à chaque fois, c'est émeraude saphir, parce qu'il y en a deux qui sont incroyables. Je vais parler de la moins obvious des deux, mais quand même, il faut en parler, de ce bon vieux Hiro Hamada, donc le nouveau Hiro pour 7 ancrables 4, 6, 3 de l'or, Alter 5, qui a la capacité que vos personnages Floodborn qui ont une carte sous eux, donc qui ont été joués via Alter, entre guillemets, gagnent insaisissable et hors d'atteinte. Et bah mine de rien, ce Hiro Hamada là, s'il arrive tour 5, voire même plus tôt avec des trucs genre yokai et tout, s'il arrive tour 5, bah une 4, 6, 3 de l'or insaisissable hors d'atteinte, pour la gérer, à part avec un soyez prête, il n'y a pas grand chose dans le jeu qui gère ça en fait. Et du coup c'est vachement fort. Je veux dire, avec le principe du fait qu'il y a Morph dans les decks bleu-vert qui permet de mettre n'importe quel alter par-dessus, ou à l'inverse, la nouvelle version de Baymax, l'armure qui se met sur n'importe quel personnage, qui est alter universel, bah ça fait des personnages avec un peu de stats, du lore, et surtout insaisissable hors d'atteinte. C'est une galère à gérer de fou. Si vous n'avez pas de personnage insaisissable dans votre deck ou de ratiboisage de board adverse, vous ne pouvez pas gérer. Et à partir de là, vous avez intérêt à être solide sur la course au lore, parce que eux, en général, ils vont jouer des personnages à 2 ou 3 de lore qui ne seront intouchables. Et s'ils veulent venir, eux, vous faire des choses, ils pourront, mais ça va être très difficile pour vous de les gérer. Ce Hiroum vend vraiment du rêve. Je pense que déjà actuellement, c'est un deck qui n'est pas forcément tier 1, mais je pense qu'il y a moyen d'essayer de builder un bon deck sur ce principe-là, et d'essayer de gérer un peu l'adversaire, et après de poser des personnages comme ça, et de faire la course au lore derrière. Bleu-vert, c'est pas la couleur de la gestion ultime, mais je pense qu'il y a moyen de gagner suffisamment de tempo pour pouvoir mettre en place ce plan de jeu. Et je pense que plus le jeu va avancer, plus en émeraude et en saphir on aura des alters cool, et donc plus Hiro Hamada aura de force derrière pour essayer de faire des personnages alters ultra pétés avec ses statistiques d'avoir insaisissable et hors d'atteinte. Donc j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour lui. J'ai très hâte de voir s'il y a des decks comme ça qui vont sortir. L'autre couleur, enfin non, l'autre carte émeraude saphir qui est évidemment très intéressante, c'est le geyser d'encre. Pour 3 non ancrables, chaque joueur épuise toutes les cartes de sa réserve d'encre, donc on épuise toutes les encres, y compris les vôtres du coup, puis vous récupérez toutes vos encres jusqu'à 3 dans votre main au hasard, et voilà. Donc l'idée c'est que c'est la dernière action de votre tour, parce que vous avez incliné toutes vos encres au préalable, donc vous ne pourrez pas faire grand chose derrière. L'idée c'est vraiment d'essayer d'empêcher les decks qui font beaucoup de rampes de gagner de l'avantage là-dessus. Cette carte aurait été game breaker dans d'autres duos de couleurs. Dans des duos de couleurs un peu plus rush, je pense par exemple à l'ambre améthyste ou à l'ambre émeraude, ça aurait été vraiment très fort. Maintenant, le seul défaut de cette carte que je vois actuellement, c'est que si on veut jouer geyser d'encre, ça veut dire qu'on cherche un peu à mettre des bâtons dans les roues des autres decks Saphir. Vous jouez vous-même Saphir, donc ça veut dire que vous jouez un deck Saphir qui ne fera pas de rampe, sinon c'est un peu dommage, vous allez mettre en place des mécaniques de rampe, tout ça pour juste récupérer les cartes dans votre main. Cette carte-là est justement faite pour battre les decks qui rampent. Parce que toute la tempo, tout le temps qu'ils ont mis à mettre des encres en jeu, vous les remontez dans leurs mains, donc certes ils ont des options, mais en attendant, ils n'ont toujours pas de quoi les jouer, les options qui coûtent très cher, donc vous gagnez du temps là-dessus. Donc le geyser d'encre est vraiment intéressant comme carte à la base. Maintenant, c'est pas une carte pétée, loin de là. Et surtout, il faut le deck vert-bleu, le deck émeraude saphir, qui va bien avec. Parce que ça veut dire qu'il faut trouver un deck émeraude saphir qui tourne avec peu d'encre. Parce que si vous descendez à 3 encres à chaque fois, le tour d'après vous remontez à 4, très bien. Mais ça veut dire que vous allez jamais monter à beaucoup plus pour éviter de vous flinguer vous-même vos encres et vos cartes. Et de perdre beaucoup de tempo là-dessus. Donc, je suis un peu mitigé sur cette carte, je pense qu'il y a du gros potentiel, je pense que c'est une des cartes vertes qui peut vraiment changer les choses. Maintenant, tel quel, il va falloir voir un petit peu dans quel genre de deck on va réussir à la mettre en place. J'ai un peu de doute là-dessus. On continue du coup avec les cartes rubis, et en rubis, je ne pouvais pas passer à côté de Mushu, évidemment Mushu, qui rend à lui seul les decks rubis acier complètement viables. Encore une fois, pas forcément tier 1, mais complètement viable quand même. Pour 5 ancrables, 4-4, 1 de l'or. Chaque fois qu'un de vos personnages défi gagne une résistance plus 2, et chaque fois qu'un de vos personnages défi, et plutôt en bannit un autre via un défi, vous gagnez 2 de l'or.
Ce qui est fort avec Mushu, c'est que non seulement il permet de pérenniser votre board parce que vous allez faire des défis en ayant résistance 2, donc vous allez avoir des personnages qui vont rester en vie, mais en plus c'est votre win condition parce qu'il vous fait gagner du lore en faisant des défis. Donc non seulement il vous fait gagner la partie, mais en plus il vous permet de garder votre board tout en faisant ça. Tout ce qui manque à ce deck pour être sûr d'être efficace, c'est des moyens d'attaquer les personnages redressés en face, parce que si jamais l'adversaire n'incline pas ses personnages, vous n'avez pas de quoi attaquer, et donc c'est un peu embêtant. Bah, ça tombe bien, en acier, on a plein de personnages qui font ça, ou on aura même des moyens d'avoir des actions qui font ça. Donc Mushu est vraiment super efficace sur ce plan-là. En plus, ses capacités, il n'a pas besoin d'être incliné pour les faire, donc vous pouvez les laisser redresser. Il est 4-4, ce qui est bien en termes de stats pour résister à la fois aux cartes de banni, aux cartes de gestion en rubis et en acier. Mushu est vraiment une excellente carte dans le jeu. Et à côté de ça, je devais évidemment mettre la nouvelle Belle qui commence à être un peu déjà délaissée, mais qui est encore jouée dans certains decks, donc c'est intéressant de voir à quel point elle va rester ou pas rester. Pour 9 en crumble, donc c'est extrêmement cher évidemment. 7, 7, 3 de l'or, des stats très très fortes. Alter 7, mais un alter qui coûte 1 de moins pour chaque objet dans votre défausse. Ça tombe bien, vous jouez bleu-rouge, vous allez jouer peut-être les objets qui seront cassés par Feversham, vous allez peut-être jouer aussi l'objet inhabituel ou l'outil inhabituel. Bref, vous avez moyen d'avoir pas mal de cartes qui vont partir dans votre défausse pour jouer la nouvelle Belle dont on va parler juste après, pour jouer plein de nouvelles choses. Mais en plus de ça, la Belle, quand elle est envoyée à l'aventure, vous pouvez placer jusqu'à 3 cartes objets de votre défausse sous votre pioche pour gagner un éclat de l'or par carte placée ainsi. Ça veut dire que si vous avez pété 3 objets, Belle quête à 6 de l'or. Et elle peut le faire, du coup, au tour 4. Si au tour 4, vous avez pété 3 objets, typiquement avec la Belle, qu'on va parler juste après, qui casse des objets avec Feversham, avec des choses comme ça, ou juste en pétant vos glaces à l'eau dans le vide pour mettre du soin sur des personnages qui n'ont pas pris de dégâts, et ça tombe bien, il y a une Belle qui est là dès le T1, qui est 3-3 en plus, donc un peu embêtante à gérer. Au tour 4, vous faites 6 de l'or et vous avez une 7-7-3 de l'or en jeu. Voilà, moi, je pose ça là. La carte sur le papier, elle est vraiment très très forte. Maintenant, dans les decks, il y a d'autres cartes très très fortes qui sont sorties, donc je ne sais pas si jamais elle va avoir sa place. Je pense que c'est une carte, en fait, si vous jouez bleu-rouge, et vous jouez cette Belle-là, vous jouez pas forcément le sous-fétiche. Je pense que vous jouez cette Belle-là avec des objets qui pètent, du Feversham, le nouveau Tamatoa, des trucs comme ça, mais pas forcément le sous-fétiche. Juste cette Belle-là, elle-même, c'est une win condition de malade mental. Elle est super forte, super dure à gérer. Je veux dire, 7-7-3 de l'or, bon courage, quoi. Donc, non, vraiment, excellente carte, cette nouvelle Belle. Je me demande si elle va rester dans les decks bleu-rouge, mais en vrai, pour moi, il y a grave moyen quand même. Elle est vraiment forte. Elle arrive très tôt, elle est très dure à gérer. Et à côté de ça, du coup, en saphir, on a justement la nouvelle Belle, évidemment qu'on va en parler. Pourquoi elle est si impactante alors que c'est qu'une commune? Elle est si impactante parce que jusqu'à maintenant, les decks bleu-rouge et aussi un peu les decks bleu-gris, ils avaient un sérieux problème, c'est que vu qu'ils avaient en général tendance dans les premiers tours à mettre des objets et des trucs en place qui n'ont pas beaucoup d'attaque ou de vie, si l'adversaire il commence à poser des personnages qui font beaucoup de points, beaucoup de l'or, c'est dur à gérer. Et du coup, ça posait problème. Cette Belle-là, elle est incroyable parce que vous pouvez la jouer tour 1 en bannissant un objet qui coûte 1. Tour 1, vous jouez votre glace à l'eau, vous jouez cette Belle. Déjà, vous avez une 3-3. Donc déjà, c'est un avantage massif contre tous les decks rush parce que quand les decks rush, ils vont poser des Lilo et des personnages comme ça qui sont 1-1-2 de l'or, Belle, elle peut en gérer 3 avant d'être bannie. Et en plus, si vous avez des glaces à l'eau, vous pouvez même la soigner. Donc déjà, c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué de base. Et du coup, tout l'avantage qu'avaient les decks un peu aggro, un peu rush, face au deck un peu ramp, donc Saphir en général, il est perdu maintenant. Et ça change tellement de choses. C'est pour ça que je trouve que Saphir, je le disais déjà, mais pour moi, Saphir m'inquiète beaucoup dans ce set en termes de puissance. C'est parce que jusqu'à maintenant, il y a toujours un peu une trinité entre les decks très très contrôle, les decks tempo et les decks aggro. Là, en fait, les decks Saphir, qui jusqu'à maintenant avaient une faiblesse, ne l'ont plus. Et à partir de là, c'est vraiment compliqué à gérer, quoi. Donc non, cette Belle, vraiment, m'inquiète, et je pense que ça va être très très fort, et clairement, c'est une carte qu'on va voir dans x4 dans tout le deck bleu. C'est une certitude. Bleu quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, bleu-gris et bleu-rouge, c'est certain. Et l'autre carte en saphir que je mets, évidemment, la légendaire qui coûte super cher de ce set, c'est Tamatoa pour 6 ancrables, 4-5, 2 de l'or. Quand vous jouez ce personnage, déjà vous pouvez renvoyer de votre main jusqu'à 2 objets de votre défausse. Du coup, c'est un peu
antinomique avec Belle qui a besoin d'objets dans les fosses pour faire des choses. Mais déjà, ce Tamatoa peut vous récupérer des Lucky Dime, donc des sous-fétiches, et ça justement pour moi c'est un peu la dichotomie, c'est soit tu joues sous-fétiche et tu joues la Belle, enfin tu joues Tamatoa, soit tu joues pas sous-fétiche et tu joues la nouvelle Belle, et tu pètes des objets, mais les deux ensemble ça va pas forcément ensemble. Parce que ce Tamatoa, en plus de vous récupérer des objets de défausse, quand il est envoyé à l'aventure, vous récupérez des objets gratuitement, enfin vous jouez des objets gratuitement, genre ceux que vous venez de récupérer le tour d'avant quand vous l'avez joué. Du coup Tamatoa qui récupère des objets, ça fait du card avantage avec Flavorsham. Tamatoa qui récupère des objets, ça récupère tous les objets de baisse de force du monde. Comme ça, vous êtes sûr que vos personnages rouge-bleu, les Sissou et tout, c'est super fort avec. Il récupère évidemment les sous-fétiches qui jouent gratuitement derrière. Donc non, vraiment, Tamatoa, carte ultra impactante dans ce set. À elle-même, elle me donne envie de rentrer des corps soudains sur 22 en x4 dans tous mes décassiers. Voilà. Donc, non, clairement, Tamatoa, ça déconne zéro. Il faut absolument le gérer. C'est une puanteur, clairement. On finit avec les cartes acier et j'ai menti, parce que je revois la carte et j'ai quand même mis le Jafar, j'ai mis le Jafar à 3, 3-2, 2 de l'or. Pourquoi j'ai mis ce Jafar? Premièrement, c'est un personnage qui est vraiment bien parce que il a quasiment des stats parfaites, c'est-à-dire que pour 3-2, 2 de l'or, en fait, à un point de vie près, il avait des stats parfaites et un effet port. Mais là, en plus, bah voilà, tu peux donner offensive 2 à un personnage. Alors, c'est moins bien que le crabe, mais il a 2 de l'or. C'est une bonne base pour alter des Jafar plus tard. Parce qu'en fait, plus besoin de jouer du crabe, tu peux jouer ce Jafar là pour donner des bonus offensifs à des personnages. Et du coup, à côté de ça, bah, il fait 2 de l'or. Il a 3 d'attaque, donc il n'est pas si simple que ça à gérer avec bagarre, contrairement aux autres Jafar à 3. Donc non, clairement, il y a des bonnes choses à faire avec ce Jafar. Je voulais faire la petite vanne de vous mettre un Jafar. Et surtout, en fait, en acier, bah voilà, j'ai déjà un peu donné les cartes qui me paraissaient impactantes dans d'autres couleurs, mais il y avait quand même une autre carte qu'il me fallait notifier, même si jamais il y en avait une autre, potentiellement Bagheera, j'aurais peut-être voulu la mettre, mais pas à cette place. Mais je voulais quand même parler du fameux Gantu pour 4 non ancrables, 2-4. Déjà, quand on joue ce personnage, on peut pas chanter de chanson jusqu'au début de nos prochains tours, donc ça peut être très intéressant contre pas mal de decks. Évidemment, Burstin, mais même d'autres decks de manière générale, des decks, même en bleu, contre du bleu, qui veulent jouer des petits bleus lumière, des trucs comme ça, bah c'est non, voilà, basta. Mais surtout, Gantu, quand on veut jouer une action ou un objet, ça coûte 2 de plus à tous les joueurs, nous aussi, mais si on les chante, c'est pas gênant. Mais le vrai avantage, vraiment, c'est de pouvoir gêner les decks bleus de manière générale, leur dire, ton objet, il coûte 2 de plus, c'est très embêtant. Si tu veux jouer ta bagarre, ça coûte 2 de plus, c'est aussi assez embêtant de payer 5 la bagarre quand même, ça fait pas mal de tempo en moins. Maintenant, tout le problème là, justement, c'est qu'il a que 2 de force et qu'il est non ancrable. Ça fait que c'est pas facile de le rentrer dans les decks, le fait qu'il soit non ancrable, et 2 de force, il est très facilement géré par les decks rouge, bleu, donc les decks saphir rubis. Maintenant, il fait quand même son taf, il y a pas mal de decks que ça va embêter, tous les decks bleus qui jouent des objets, ça va clairement les embêter, mais même d'autres decks qui veulent jouer beaucoup d'actions ou des choses comme ça, les decks qui veulent essayer d'éviter les chansons de peur que il y ait le retour du vert gris des fosses qui pourrait revenir, parce que, attention, mine de rien, un petit truc que j'ai pas dit, mais quand je parlais de la belle tout à l'heure, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que si vous commencez à faire des gameplays à base de je pose un objet T1, je pose belle, je machin et tout, et en gros vous faites toute la combo T1 de super forte, genre objet inhabituel, vous le défaussez, vous posez belle, du coup vous avez un objet gratuit, enfin un objet qui coûte 2 de moins, donc vous posez le ressort, non, la spirale de saphir, vous balancez 4 cartes quand même, au total. Donc 3 ou 4 4 avec l'encre, c'est ça. 4 avec l'encre de base. Donc attention parce que vous videz votre main d'un coup, donc si jamais vous jouez contre un deck défaut, ça peut être très dangereux. Donc les decks défauts qui reviennent dans la méta, ça me choquerait pas tant que ça. Donc attention au vert gris défaut, il a pas dit son dernier mot, je pense, dans cette méta. Mais à part ça, non, vraiment, Gantu, très très bonne carte. Et donc justement, voilà, le fait de vouloir jouer des actions, de vouloir éviter de jouer des chansons pour éviter les potentiels Ursula 2, bah ça peut quand même se retourner contre vous, d'autant plus qu'il vous empêche quand même de jouer des chansons pendant un tour. Donc, Gantu qui pourrait remplacer Pat dans un certain sens, ça me choquerait pas tant que ça. Et donc, voilà où on en est un petit peu au niveau des 12 cartes qui à mes yeux sont à surveiller. N'hésitez pas à dire en commentaire les cartes que vous pensez que j'aurais oubliées, qui vraiment méritaient leur place dans ce classement. Il y a pas mal de cartes évidemment que j'ai pas mis, mais encore une fois, manque de place. Mais si jamais en ambre ou en acier, les couleurs j'ai le plus de mal, il y a des cartes que vous dites, ah non, vraiment celle-là, elle va tout changer. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, mardi 18 mars... Donc pour vous, sûrement demain, vu l'heure à laquelle je sortirai la vidéo, le Lorca Quiz, le grand Lorca Quiz, le retour Lorca Quiz avec un K, parce que c'est Ketal qui le fait évidemment, et pour éviter de faire du plagiat d'autres Lorca Quiz qui existent déjà. Mais ça va être vraiment très très cool, j'espère que vous serez nombreux à venir nous voir, ça va être très très sympa, j'ai très hâte. Je vous fais sur ce des gros bisous, ciao tout le monde.
On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7 heures et à 10 jours du Lordscan Challenge.